Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Bon bah aujourd'hui deuxième épisode et je suis content parce que c'est avec Tayeb, le monsieur live du grappling français, parce que voilà, pour ce format vidéo je m'étais inspiré de lui, du YouTuber The Rob, pour ce format où il y a deux personnes qui parlent à la foule, et Tayeb pour ses lives parce qu'on avait appris beaucoup de trucs pendant les lives et il avait eu des intervenants de qualité. Tayeb, ça va? Ouais, très bien, et toi? Ouais, très bien, ça fait plaisir, merci de m'inviter, ça fait grave plaisir. Obligé. Et en plus, tu vois, je suis venu pour te donner de la force parce que je trouve que tu continues aussi à promouvoir ce que moi aussi je fais sur Instagram. C'est-à-dire que plus on va être de personnes à développer ce genre de vidéos, ce genre de communication, on va pouvoir développer tout ce qui est sol, MMA, grappling, tu vois. Et franchement, c'est très bien. Donc c'est pour ça que j'ai répondu présent à ton invitation et je te remercie d'avoir pensé à moi. Ah, c'est cool. T'es le grand ref normal, hein. Tu me connais depuis des années, oui, tu as vu mon évolution. C'est vrai. Présente-toi du coup. Écoute, voilà, je m'appelle Tayeb Bouhessan, voilà, je fais du jiu-jitsu brésilien depuis bientôt 8 ans et du grappling. Je suis à la NSM Team chez Bilal. Dédicace à toi, aux frères Blue Mental et aux frérots de la team. J'ai ouvert un club là début septembre qui s'appelle BMS JJB à Blanc-Ménil dans le 93 avec une section adultes et enfants. Mais malheureusement, avec le Covid, on s'est arrêté en plein élan. Écoute, là actuellement, je passe à un BPGEPS lutte et discipline associée avec grappling, en spécificité grappling, au Krebs de Dijon d'ailleurs. Et donc voilà, je suis en train de développer mon club, ce que je veux faire. Et peut-être aussi à l'avenir, en espérant que tout rentre dans l'ordre avec le Covid, que je puisse faire une compétition. Je vous en dirai plus un peu plus tard sur d'autres vidéos. Aïe, il a commencé fort. Il a mis tout le monde d'accord. Du coup, pour toi, c'est quoi le grappling? Parce que tu sais que chaque fois que tu demandes aux gens, c'est toujours différent. C'est vrai que. Pour toi, c'est quoi le grappling? C'est vrai que le grappling, pour moi, parce qu'il y a aussi la lutte à livrer, qui fait partie du grappling aussi. Et pour moi, le grappling, c'est un combat tactique un peu comme le jiu-jitsu brésilien. Mais là, par contre, il n'y a pas de saisie. Et on va dire, pour moi, la finalité, c'est la finalisation. D'accord. Et c'est beaucoup de... On va pas dire que c'est de la bagarre parce que ce serait pas honnête. Voilà. Mais c'est plutôt un travail technique, physique, beaucoup de lutte, beaucoup de pression. Quand on se fait attaquer les jambes, on a la pression, la peur qui monte, donc il faut être réactif. En ce moment, les gens ils travaillent beaucoup les clés de talon, les clés de cheville, les clés de jambes. Et donc aujourd'hui, je pense que si tu veux être un bon grappleur, il faut que tu sois complet, que ce soit du haut du corps, au bas du corps, tes positions de contrôle, au niveau de la nuque, au niveau du 100 kg, au niveau des positions de montée, les sorties et surtout, comme on l'a dit, les soumissions, c'est très important. Et puis toi, tu es un spécialiste des clés de jambes. Il y a mieux que moi en France. Oui, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver dans quelques semaines ou quelques mois, je sais pas, sur les leg locks. Celle-là, elle demande beaucoup de travail, mais vous allez la kiffer. Celle-là, elle va être lourde. Mais il m'a placé des clés, des belles petites clés quand il venait dans mon club, donc je peux vous garantir que le petit, il est pas mal et il va faire encore plus mal dans les années à venir, je l'espère. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Donc, Tayeb, on te connaît comme le monsieur live du grappling français. Ça a commencé il y a un an avec le premier confinement et tout. Et tu vois, tu as eu des intervenants de ouf, c'est ce qu'on a dit en intro. Comment ça t'est venu cette idée de faire des lives déjà? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une polémique sur De La Riva. Je ne sais pas si tu te souviens, où il y a une de ses élèves qui l'a accusé d'attouchement sexuel, etc. Alors que lui, c'est un grand monsieur. Voilà, c'est quelqu'un qui a formé des grands combattants
Et, Dont Anderson Silva. Hein. Oui, exactement. Ah, ouais, exactement. Et derrière, le fait qu'on lui ait fait cette mauvaise pub, en sachant que lui, il a des académies, que dans le monde entier, il est reconnu, ça m'a fait un peu de peine, en sachant que, bon, tant que la personne n'est pas condamnée par un tribunal, bah, on ne peut pas la juger. Et je trouvais que dans la toile, les gens, ils jugent tout de suite. Ouais, oui, il a eu un problème avec une femme ou quelque chose. Ouais, il est déjà coupable parce que c'est un homme. Ouais, c'est trop facile. Après, peut-être qu'aussi elle-même c'est une victime. On ne peut pas le savoir. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Et donc, j'ai voulu tout de suite faire un live avec Panda. Tu la connais? Ouais, bah, on est en équipe de France ensemble. Exact. Et donc, j'ai dit, vas-y, je fais un live avec elle. Je lui ai envoyé un message privé sur Messenger, je crois. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse un live sur Insta, voilà, sur l'affaire de la Riva, et c'est elle ma première invitée. Que j'avais regardé en plus. Exactement, et derrière, ben, on avait bien parlé, on avait bien discuté à propos de cette affaire-là, et après on a parlé d'elle, etc. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire des lives, et derrière ça a enchaîné, en fait, j'ai eu des demandes. J'ai eu des messages sur Messenger, il y a des gens qui m'ont dit ouais, j'aimerais bien faire le live avec toi. Il y a des gens qui m'ont proposé des gens, je te propose mon coach, ouais, ceci. Et donc il a fallu que je trie, il a fallu que je voie qui voulait faire des lives, qui voulait pas. Après il te faut le client aussi, parce que tu as des gens, des fois ils veulent faire des lives mais ils sont timides, tu vois, ils jouent pas le jeu, tu vois. Alors que tu as des mecs comme Vincent Parisi, Fernand Lopez, c'est des bons clients, tu vois. Je crois que vous pouvez le trouver encore sur son Instagram, Instagram TV. Vincent Parisi, il s'est lâché. Il s'est lâché. Même Fernand Lopez, on a fait un bon live. Mais en fait, bon, ça c'est une petite parenthèse où on va dire que c'est des gens, ils sont grave connus et voilà, c'était pour le jeu, mais on va dire qu'avec ces vidéos-là, en fait, j'ai appris à connaître un autre jiu-jitsu, un autre grappling, une autre lutte à livrer que je ne connaissais pas par rapport aux gens du sud, du nord. Et en fait, il y avait d'autres styles et les gens, tu vois que ça bosse quand même dans toute la France. Il y a des gens qui bossent, qui développent des choses dans des gymnases. D'ailleurs, au passage, je t'interromps juste. Il y a un mec comme Souk qui est vers Angers, lui aussi il fait des trucs de ouf, bah tu le connais hein. Il fait des trucs de ouf, il développe, donc Souk, big up. Force à lui, force à lui, c'est vraiment ce qu'il fait. Je pense que Angers ça va devenir dangereux dans quelques années. Hein. Ouais, non, mais il y a plein de gens comme ça, à Metz aussi, il y a des frères là-bas qui font à Marseille, Lille, Toulon, partout, un peu partout, Toulouse. Et on voit que le milieu du sol est en train de se développer. Et même à la rentrée, là en septembre, sur Facebook, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de com. Et il y a beaucoup de clubs qui ouvraient des clubs de jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer, de grappling. Et ça fait plaisir. En sachant qu'aussi, c'est une année, l'année dernière, où le MMA il a été légalisé. Donc forcément, ça a donné des idées. Et ça permet aussi de développer les sports de sol qui permettent à un combattant MMA de se compléter s'il vient du pied-point ou de l'anglaise, etc. Ouais, c'est vrai en plus. Du coup, est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie, ces lives? C'est-à-dire, oui. Genre, t'as eu des opportunités, t'as eu des trucs, tu vois, c'est… écoute, juste par rapport au live, Thomas Loubersan et Nicolas Régnier, ils avaient organisé un camp à la NR Fight. C'est vrai que c'était grâce à toi en plus. En juin, juillet. J'avais permis à certaines personnes de justement… qui me demandent des informations, de leur donner les infos. Et on s'est retrouvés là-bas au mois de juin, juillet, voilà, ouais. Et franchement, ça a été un camp où il y a tous les mecs du jiu-jitsu qui sont venus, les mecs de la lutte à livrer. Il y a même eu Volkanos Demir là, de l'UFC. Volkanos Demir qui est venu du UFC. Les mecs du MMA, il y a eu vraiment pas mal de gens qui sont venus à ce camp. Et je trouvais que justement, vu qu'on était tous français et qu'on voulait développer, on voulait sortir le meilleur des Français pour la compétition qui tient à cœur, la DCC, et ben justement, le fait qu'on soit tous ensemble, ça a permis aux gens de monter le niveau, d'avoir des vrais sparring, d'avoir de l'expérience de tout le monde, etc. D'ailleurs, il manquait toi un petit peu. Dommage, t'es pas venu, mais la prochaine fois, je pense que tu viendras. Inch'Allah, si on m'invite. Bien sûr qu'on t'invitera. Et même, j'ai pas mal de monde qui m'a invité. J'ai plein de clubs qui m'ont ouvert les portes et on a du dialogue. Je parle beaucoup avec le président de la Confédération du Jiu-Jitsu brésilien. Ah bien. Tu vois, même avec William du CFG. Le président du CFG. Voilà, et ça permet en fait de mettre en contact des gens qui n'ont pas l'habitude de parler avec ces gens-là, etc.
Et ça permet aussi de faire évoluer le sport. Et moi aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quel club, la porte elle n'est pas fermée. Et en plus, connu dans le voilà. milieu quand même, Et maintenant, franchement, c'est super sympa. Et on voit que les gens, en fait, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas trop de côté. Ce qu'on disait en off tout à l'heure. Voilà, la nouvelle génération, voilà, n'est pas comme les anciens. Exact, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas un club qui me ferme les portes et qui me dit vas-y, passe, etc. Donc, je pense que quand le confinement sera terminé, je ferai des interclubs. Et j'essaierai d'aller chez pas mal dans ton club ? Ouais, au Blanc-Ménil, et même j'irai dans d'autres clubs avec des élèves pour justement qu'on puisse partager l'expérience, etc. Tu vois. Même Mehdi m'a invité plusieurs fois, tu vois. KFBC, t'es bien voilà, vu, exactement. Et voilà, et franchement, tu vois qu'on est une famille avant tout. Ouais, tu vois, c'est une famille du sol et c'est franchement sympa. Mais fuck le lapel quand même. Je vais me faire tuer par tous les gars du JV. Ça fait longtemps que t'as pas mis un kimono, toi. La dernière fois, c'était à NSM. Ouais, c'est vrai. C'était à NSM, j'ai pas mis de. Et c'est vrai, quand je t'ai connu, c'était chez Hatch. Ouais, et tu venais avec un kimono tout blanc. C'est là où j'ai commencé le JJB, j'étais ceinture blanche, et c'est avec Hakim et Toilette. Les anciens du milieu, ils connaissent. C'est vrai. C'était avec Hakim et Toilette, C'est vrai. Exact. Ah, tu vois, je t'ai dit, tu me connais. Moi, c'est connu au JJB d'ailleurs. Exact. Ah, c'est au JJB, tu vois. Et juste, je rebondis sur le camp ADCC. C'est vrai que c'est ouf parce qu'en France, c'est la première fois qu'on n'avait jamais ça avant. Les Polonais, ils le faisaient, les Russes, ils le faisaient, les Anglais, ils le font, enfin Grande-Bretagne. Nous, en France, alors qu'on a quand même des bons représentants, on n'avait jamais fait ce camp-là. Et là, c'était une grande première, tu vois, ce qui prouve que les mentalités sont en train d'évoluer quand même. Et il y a eu du changement. Et ça fait plaisir. On peut dire ce qu'on veut, bon, il y a eu des critiques, il y a eu quand même des retours positifs, parce qu'on en a beaucoup parlé du camp aussi. Les choses évoluent dans le bon sens. Et je rebondis sur ça, du coup. Oui. Pour toi, par rapport. Tu m'as dit, tu as eu beaucoup d'opportunités, de trucs comme ça c'est bien. Et les lives, pour toi, ça apporte quoi? Tu sais, par exemple, on voit beaucoup de lives, de podcasts, parce que podcast aussi, c'est un format qui se développe en France, même dans le monde. Les interviews, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs. Pour toi, ça apporte quoi dans le grappling et dans les sports de combat? Mais en fait, plus précisément dans le grappling. En fait, aujourd'hui, les gens, ils regardent le MMA, parce qu'on va dire que c'est la vitrine un peu du sport du sol en ce moment. Et tu as des gens qui ne connaissent pas et qui disent le MMA, c'est des bagarreurs, il y a du sang, mais ils ne voient pas le côté derrière qui est technique. Que ce soit de l'anglaise, du pied-point et surtout de la lutte et du grappling. Et c'est technique. Et en fait, on a besoin d'informer la population aujourd'hui. En France, le sport de combat, y a pas, c'est pas comme le foot en fait. Ouais, mais c'est ce qu'on disait avec CNC dans l'épisode précédent. On disait que les gens, ils sont. Alors, en France, on n'a pas cette culture sport de foot. Voilà. Et donc, grâce à ces lives, à ces podcasts, quand tu vois un combat, et il se dit, voilà, je sais pas moi, McGregor, il a perdu contre Khabib. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé au sol. Le mec, il l'a pris en Mataleon et il l'a étranglé, etc. C'est quoi la Mataleon? C'est quoi ceci? Et ben là, tu vois, quand tu rentres dans un live ou dans un podcast, et ben tu as le prof ou l'entraîneur qui va expliquer, voilà, en fait, ce jour-là, il s'est passé qu'il lui a fait une attaque de jambe, il l'a mis au sol, et il a grappillé, il est arrivé, bam, il l'a étranglé. Et bon, à la base, l'étranglement, il se passe là. Ce jour-là, McGregor, il a coupé, c'est arrivé au niveau du menton, il n'arrivait plus à respirer, il a tapé. D'ailleurs, c'est Samuel Bonin, comment il s'appelle son podcast? Fight Time, je crois. Fight Time, exactement. Fight Time sur exactement, YouTube, je vous conseille d'aller voir. Il y a beaucoup de combattants, franchement, il fait des trucs de qualité avec je sais plus qui. Il fait beaucoup de trucs de qualité, ça s'appelle Fight Time. Fight Time sur YouTube et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Regardez-le parce que franchement, il y a vraiment des analyses intéressantes. Et je trouve que voilà, donc parce que quand tu connais pas, que tu arrives, tu regardes un combat de MMA ou même de grappling, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils s'enroulent. C'est un sport chelou. Voilà, c'est bizarre. Mais en fait, non, c'est un sport. Moi, j'ai toujours comparé aux échecs. C'est voilà, je te donne une ouverture, une fermeture, exactement. Ça, c'est Hakim, ça. C'est du Hakim à toi et tout craché. Exactement. Et Bilal aussi qui a suivi. Et voilà, on voit que c'est, tu vois, si je te donne ça, je vais te prendre ça. C'est beaucoup de stratégie, c'est un jeu de guerre. Et c'est une fois qu'on est dedans, c'est là où on comprend la valeur du grappling et du jiu-jitsu brésilien, franchement, C'est un sport chelou, mais quand on est dedans, je vous jure, c'est un style de vie, c'est à part. Une fois que t'es piqué, ça va être un drogué du truc et ça fait partie de toi après, c'est vrai. Pas comme les karatékas. C'était une private joke, certains se reconnaîtront. Nani?
question qui n'a rien à voir. Mais Ouais. en France, c'est qui ton grappleur préféré? En France, c'est qui mon grappleur Ou préféré? Jujitsuka préféré, ouais. Connu, pas connu, peu importe. Hein. C'est une très bonne question, tu vois. Tu peux en choisir 2 ou 3. D'accord. Franchement, déjà, en Jujitsuka, j'en ai 2, ils font partie de mon club. Et c'est pas parce qu'ils font partie de mon club, parce que Je sais de qui tu vas parler. je les connais depuis qu'ils sont petits. Ouais. C'est Nicolas et Valentin Blumenthal. Ouais, les frères. Franchement, Tout le monde les connaît. Hein, voilà. Mais au-delà d'être des très très bons combattants en grappling, en gi et no gi, déjà c'est un état d'esprit. Humainement, ouais, voilà, c'est des bons gars. c'est des gens qui sont humbles. C'est pas des gens qui flambent. Ils sont discrets même. Voilà, ils ont un super niveau. Ouais, moi, même personnellement, ils ont un niveau international. Oui, bah oui, ils ont été champions du monde. Hein, ils ont fait les championnats de France, les championnats du monde avec toi, je crois. Je sais pas si c'était avec toi. Non, mais justement. C'était peut-être après ou avant. Pour la petite anecdote, chaque fois je perdais contre eux, justement. En finale. Avant d'intégrer l'équipe de France, c'est eux qui me battaient à chaque fois. Non, mais c'est des super bons gars. Non, voilà. Et ouais, ils ont été champions du monde avec la Fédé de Neoasa, avec le CFG, IWW. Exactement. Ils ont fait Lisbonne aussi, ils ont combattu Abu Dhabi. Là, ils attendent. Ils savent qu'ils sont forts. Là, ils attendent, je crois, c'est pour que tu puisses faire les championnats du monde en IBJF. Je crois qu'il faut que tu aies des points au niveau de l'IBJF, au niveau de ceinture noire. Donc, ils n'ont pas eu encore les points nécessaires. Mais je pense que quand ils auront les points, ils feront des dégâts à l'international. Oui, et donc, en fait, c'est des mecs. Tu peux être ceinture blanche, violette, noire. Si tu leur demandes un conseil, tu leur demandes tout ce que tu veux, ils sont accessibles, ils se la racontent pas, ils flambent pas, ils ne prennent pas de haut. Et je te dis, ils donnent plus que ce qu'ils reçoivent. Ah, c'est bon. Et c'est pour ça que, franchement, pour moi c'est les 2 meilleurs Jujutsuka de France dans leur catégorie. Ouais. Après, ça me fait chier, mais ouais. Ça me fait chier, mais ouais, c'est vrai. Après, j'aime bien Samuel Monin. Ouais. Parce que Samuel Monin, c'est un charbonneur. Au début, je connaissais pas. Je me disais, oh putain, il se la raconte un peu, lui, tu vois. Et après, quand je l'ai pris en live, j'ai discuté avec lui, je l'ai vu, etc. C'est une bombe atomique. Et rester à son niveau, à son âge, je crois qu'il a enchaîné 10 fois champion de France. Ouais, non, c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est un charbonneur, même à l'époque, il avait affronté des mecs de ouf. Il a affronté Galvao, je crois, à l'époque. Non, c'était pas lui, Galvao, c'était David Pernoud. Voilà. Mais il avait affronté des mecs forts. Et là, récemment, je le vois, je l'ai vu dans un training, il est encore en train de s'entraîner en plein confinement, il prépare, il est assidu, il est tranquille dans son coin. Franchement, gros respect à lui. J'ai aussi mon ami Ali Korkmaz, j'aime bien. Ali, tu vois, Ali très très fort. Tu vois, lui, je le connais depuis longtemps et franchement, je l'aime bien. Un tueur à gage, c'est un tueur. Après, j'aime bien aussi Nicolas Filipponi, parce que c'est un jeune, mais franchement, beaucoup que ce soit en coaching, beaucoup d'expérience pour son âge. Que ce soit en technique, franchement, moi, il m'impressionne, c'est incroyable. Pour un jeune comme lui, qui fait pas trop de bruit. T'as l'impression que c'est un daron. Ouais, voilà. Le mec, on dirait, ça fait 15 ans qu'il fait du grappling. Mais ça va faire 15 ans, il a commencé à 12 ans. C'est clair. C'est un frérot, je le connais très bien. Et même, il a une pédagogie qui est extraordinaire. Il est fort. Et puis toi aussi, j'aime bien ton style. Parce que... Ah mais les gens ils vont penser que tu fais pour la vidéo. Non, mais j'ai vu ton évolution. Quand je t'ai vu, tu étais avec, je crois en 2013, tu as une ceinture blanche, tu es venu chez Hatch Academy, tu payes pas de mine, mais tu étais déterminé. Et aujourd'hui, l'évolution, et surtout quand tu fais la dernière compète que tu fais, le roll-up, tu fais un... pourtant, tu tombes sur un... C'est le combattant, comment il s'appelle le combattant? Abou, qui est super fort. Je crois que c'est un Tchétchène, lui, non? C'est un Tchétchène des 3, Voilà. C'est une bonne équipe à 3. Voilà. Dédicace aux frérots de 3. Ouais, bah oui, dédicace à tous les frérots tchétchènes. Et lui, déjà, il faisait des compètes, il mettait à l'amende des ceintures marron, etc. Mais tu sais que pour la petite anecdote, il avait fait les Hauts-de-France. Il les avait fait en intermédiaire. Exact. Il avait déglingué tout le monde. C'est ça, ouais, c'est ça. Et William, il vient le voir, président du CFG, il lui dit, écoute, tu peux pas rester comme ça, vas-y, va en confirmer, c'est trop. Il allait en confirmer le jour même, donc il venait de combattre. Ouais, c'est vrai. Il confirmé, il n'avait pas combattu. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. J'étais là, parce que j'étais là. Il avait combattu, il a déglingué tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Et il s'est qualifié pour les France. Et il allait en finale contre Ali Gerbi, et c'était un vrai combat, fort, fort. Abou, gros respect pour lui. Exactement. Vraiment. Mais par contre, c'est là où tu vois, des fois, tu as des coachs qui te disent aussi, faut pas que tu montes trop vite, parce que techniquement parlant, tu n'as peut-être pas encore les bagages. Abou, c'est un cas à part. Oui, parce que c'est un tueur. Ouais, Abou, c'est vrai. Mais là où je vois que toi, tu as évolué, c'est que techniquement parlant, quand tu fais le combat avec lui, tu le bats au niveau de la technique.
Ouais, on m'a beaucoup dit ça. Moi, je te le dis, j'ai vu le combat, j'étais là en direct. Pour moi, techniquement, tu l'as battu. Lui, physiquement, il a tenu. C'est vrai que c'est une machine. Mais techniquement, tu étais un peu au-dessus et c'est ce qui a fait la différence. Ouais, et je sais que lui, ça fait pas longtemps qu'il pratique. Voilà, oui, c'est bien sûr. C'est pour ça que je te dis qu'arrive un moment, tu as des coachs, on dit ouais, pourquoi lui il donne pas sa ceinture, ouais, pourquoi lui il veut pas le mettre en confirmé. Mais tu as des coachs, ils savent ce que leur élève ils valent. Et donc ils se disent non, je veux pas les cramer mon élève en le mettant déjà avec des confirmés, alors que ok, c'est un surdoué, mais il va prendre son temps. Et donc toi derrière, tu avais quand même un bagage technique qui était plus chaud. Et derrière, tu gagnes, je crois, sur l'étranglement en Matalian. Overtime. Non, pas étranglement. Parce que j'avais tenu le dos plus longtemps. Ah oui. Moi, j'étais sorti plus rapidement. C'est les règles BI. Exactement. Et donc, et c'est là où donc je te disais au niveau technique, c'est un sport où quand tu as un gros bagage technique, tu peux aller très très loin. Donc voilà à peu près les combattants que j'aime bien du moment. Après, ça m'empêche pas aussi d'aimer Mehdi Hotman, Monsieur Guillotine, tu vois. Après, tu as d'autres. Et à l'international, t'aimes qui en grappleur? En international, franchement. Gordon Ryan, franchement, c'est. Après, j'aime pas sa façon d'être des fois. Tu sais, c'est un peu le ricain texan. Je suis supérieur à tout le monde, etc. J'aime peut-être pas ce style-là, mais est-ce que ça fait pas partie de son game plan? Après, par rapport à Flow Grappling, puisque lui, je sais qu'il est sponsorisé sur plein de choses, donc il est obligé d'ouvrir sa bouche. Je le suis sur Insta, il est tout le temps à dire ouais, toi, vous les Brésiliens, vous savez rien faire, vous avez qu'une technique. Après, c'est bien aussi parce que les Brésiliens, ils se la racontent depuis longtemps. Faut dire les Brésiliens, quand tu les écoutes, c'est les meilleurs. Pas tous, mais la plupart. C'est compris, parce qu'on a tous un peu le même ressenti que les Brésiliens disent ouais, nous, et même quand tu vas en compétition avec eux, ils sont méchants. Des fois, tu tombes sur des Brésiliens, ils sont méchants. Ils prennent une clé de bras, ils te la lâchent pas. Des fois, même tu veux te taper, c'est limite, tu vois. C'est vrai en plus. Et là, ils sont tombés sur un os avec Gordon Ryan. Avec, il bat tout le monde, il perd pas. Le mec ne perd pas. Avec Greg Jones aussi. Ouais, c'est ça. Parce que là, Greg Jones, c'est même pas un Américain, c'est un Australien. C'est un Australien, ouais. Les nationalités sont en train de changer. Ouais, mais si tu veux, ça reste toujours Danaher, tu vois. C'est toujours le même coach. C'est le même style. Greg Jones, c'est pas un mec de Danaher. Oui, mais. Mais c'est que maintenant, il est à la DBS. Maintenant, il est avec eux. Et ça fait un peu. Et vu qu'il est avec eux, il a évolué. Ouais, c'est vrai, tu vois. Là maintenant. Tu vois, la dernière ADCC, il te fait des guillotines, il en faisait jamais avant. Exactement. Tu vois que son jeu, il a clairement évolué. Et puis tu le vois qu'ils ont un jeu qui est calme. Ils s'affolent jamais. Oui, c'est pas basé sur le physique. Les Brésiliens, ça explose beaucoup. Exactement. Là, tu vois Gordon Ryan, son dernier combat, là, c'est. C'est ouf. Il dit qu'il va finaliser en clé de bras. Il le finalise en clé de bras, le mec. Et le mec, il est bon en face. Et en fait, en face, Jiménez, c'est pas le dernier arrivé, tu vois. Non, il est très bon. Mais psychologiquement, déjà, tu sens qu'il l'a battu. Tu vois, parce qu'il a prévenu que je vais passer une montée, je vais le terminer en clé de bras. Donc le mec, il est là. Et pourtant, il sort. Hein. Sur la première il sort, tentative, il sort. Et pour sortir de cette clé de bras-là, c'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Et donc voilà, j'aime bien les frères, les jumeaux là, d'Athos. Rotolo. Les Rotolo. Je les kiffe, franchement, eux depuis qu'ils sont petits, c'est des lourds. Je pense que eux, ils pourront casser la tête à la team Gordon Ryan. Je pense que eux, surtout que tu regardes, ils sont grands, donc à mon avis, ils vont pas rester en 66. Il y en a un qui est en 77. Ouais, c'est vrai. Et en plus, tu sais qu'avec l'âge, tu prends de la masse. Exactement. Et les produits, on sait jamais, t'as vu. Athos, on sait que voilà, on va pas se mentir, les gars, ici, on parle franchement. Athos, on sait que voilà, niveau charge, ils y vont. Moi, je pense que c'est tout le monde. Après, chez Gordon Ryan et tout ça, ils ont les bons médecins. C'est un peu comme Armstrong. Ils ont le même médecin qu'Armstrong. Ouais, c'est ça. Mais les frères pour aller découvrir ce qu'ils ont. Ils vont monter en KT, c'est sûr. Et donc, peut-être rencontrer Craig Jones, peut-être rencontrer Gordon, Nicky Rod, tout ça. Enfin, Nicky Rod, non, il y a de la marge encore, mais tous ces mecs. Gary Tonon aussi, tous ces mecs-là, ça va venir. Ça va être des beaux combats. On a hâte, ça va bien évoluer. Et après, j'ai un petit faible, j'aime bien Gilles Lachelon. Lui, je le kiffe parce que petite taille, il est là, il va chercher. Le dernier ADCC. Il tape Mohamed Ali, il tape tout le monde et du très très lourd. À la DCC, elle est incroyable. Je crois qu'il perd contre Gordon Ryan, je crois, non? Oui, au point, non? Il perd contre Gordon en demi. Non, étranglement. Étranglement, ouais. Il perd en demi-finale, il fait 3e à l'absolute. Et sur 4 combats, il finalise 3 en clé de talon. Il paye pas de mine, mais le mec il bosse, t'as mal à la tête. Voilà un peu, c'est cette nouvelle génération qui donne un peu plus d'air au grappling. Ça a renouvelé, clairement. Exactement. Et puis, et ça force aussi les Brésiliens
à bosser, à ça revoir, tu vois. Peut-être qu'à la Dream Art, ils vont peut-être changer leur façon de tu vois, bosser, Dream Art, j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps. Dream Art, c'est un des rares clubs brésiliens pour moi qui fait cet effort de se remettre en question. C'est vrai. Tu vois beaucoup, par exemple, je sais plus, il y a une meuf, je crois que c'est Bia Mesquita. Si je dis une bêtise, hein, je sais pas. Mais je sais que c'est une meuf de là-bas qui, avant, elle faisait pas de clé de talon. Et tu sais, l'IBGF, il n'y a pas longtemps, ils ont accordé, ouais. Et ben, ils se sont remis en question. Des fois, ils font intervenir des leg lockers et tout. Ils travaillent beaucoup les clés de talon. C'est un truc qu'ils faisaient pas. Et Dream Art, je trouve que c'est. Ouais, c'est un club aussi, hein, pareil, ils n'ont pas d'argent, ils galèrent, mais par contre ils charbonnent. Et ça, je trouve, c'est les Brésiliens qu'on devrait mettre en avant. C'est vraiment ils charbonnent. Ils charbonnent. Même moi, j'avais à la base, avant de parler avec Nicolas Régnier et même d'en parler avec toi ou Mehdi, au niveau de la lutte à livrer, j'étais un peu. Lutte à livrer, c'est de l'arrachage et tout ça. Mais tu trouves que ce qui se passe à l'ADC, tu le retrouves aussi à l'UTA, parce qu'à l'UTA, on va directement à l'essentiel. C'est beaucoup le. En vrai, c'était quoi? Ça va plus loin que ça. Hein. En vrai, tu sais, maintenant, il n'y a plus de jiu-jitsu, de luta, de lutte. Tu vois, les mecs du jiu-jitsu, ils font des clés de talons. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus du jiu-jitsu pur, tu vois. Même les mecs de la luta, maintenant, t'en as beaucoup qui font du gi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est au niveau de la luta, on a un état d'esprit où on va aller chercher la soumission. Que chez nous, au jiu-jitsu, quand on prépare des combats, des compètes, c'est beaucoup les points, le côté sportif. Et moi, je trouve que le côté jiu-jitsu, MMA, on l'a perdu. Et j'aimerais qu'on puisse retrouver ce côté-là, tu sais, Jiu-Jitsu, MMA, self-défense. Ça, c'est le règlement, mais bon, c'est un autre débat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Débat, Après, ça dépend aussi des académies et tout. Oui, mais voilà, bon. c'est ça. Mais voilà. Ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Exactement. Il y a de quoi dire. Donc, du coup, Taïeb, comment tu as géré tes entraînements, toi, depuis le Covid, depuis ça va faire un an, là. Tu sais, en même temps que tu as commencé tes lèvres, comment tu as géré tes entraînements? Alors, en fait, pendant le confinement, j'étais blessé. J'avais une blessure. Donc, ça tombait bien, limite. Ouais, franchement. Je sais pas si ça tombait bien, c'est parce que en fait c'était une blessure qui me gênait, et enfin au niveau des adducteurs, et je crois que c'était les adducteurs et les côtes. Ouais. Et j'ai l'impression que si je pouvais tourner, je pourrais me soigner. Je sais pas, c'était un truc bizarre. Plus je restais, plus je faisais rien, plus j'avais encore plus mal. Ouais, il y en a beaucoup qui l'ont dit ça. C'est un peu bizarre. Et en fait, voilà. Et à un moment donné, quand ça réouvert à partir de mai et juin, donc quand j'ai commencé à faire le camp là chez Nicolas Régnier, j'ai passé une première semaine, elle était catastrophique parce que j'avais mal partout. Oui, on n'a plus l'habitude. Et ouais, et en plus non, comme j'avais de la blessure, les mecs ils m'ont tué. Et au bout de la deuxième semaine, ça a été, tu vois. Parce que franchement, Thomas Lobersan, grosse dédicace à lui, il a fait des vraies séances où genre tu restais des 20 minutes au milieu et tout le monde te passait dessus, c'était une dinguerie, une dinguerie. Attends, c'est sélection ADCC, tu vois, c'est le plus gros tournoi européen. Voilà. On sait qu'il y a des Français qui peuvent y aller, donc on y va. Et donc après mes blessures, je suis parti en vacances. Quand je suis revenu, j'avais plus de blessures. J'ai repris l'entraînement en septembre. Ouais. Et après, ça a fermé. Et c'est là où tu as ouvert ton club en septembre? Ouais, voilà, j'ai ouvert mon club. Et le truc, c'est que comme moi, je fais un BPGEPS, là, lutte et discipline associée, bah, j'ai une carte pro. Donc je peux m'entraîner un peu où je veux dans les clubs. Et donc depuis que j'ai reçu ma carte pro, bah, je peux aller m'entraîner dans des clubs. Et bah, t'as pas besoin de ça, t'es le monsieur live maintenant. Non, si, on a toujours besoin de s'entraîner. Mais en fait, c'est surtout remercier tous les clubs. Je vais pas donner de nous parce que c'est le Covid et j'ai pas envie de dire où ça tourne pas. En tout cas, merci à tous ces clubs qui m'accueillent et qui me permettent de m'entraîner même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas évident. Après, pour les gens qui n'ont pas de certificat et tout, faut être patient. Voilà, parce que bon, voilà, nous on a des projets. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu du grappling, du jiu-jitsu, ça fait 8 ans. Donc voilà, c'est pas pareil. Après, si vous êtes jeune et vous voulez tourner, il faut patienter. Il y a quand même une maladie qui tourne et il faut respecter les règles sanitaires. Et que ça va revenir parce que je pense que d'ici peu, là, tout le monde va se vacciner. Et après, je pense que d'ici mai-juin, ça va reprendre. Tout le monde va bosser. Je pense plus septembre, ouais, je pense que septembre, début 2022. Ouais, je pense que septembre, là, on pourra reprendre la saison correctement. Et puis voilà, exactement. Non, on attend que ça, combattre à l'international. Ouais, exactement. Après. Du coup, toi, tu vois les choses comment? C'est une fois que tout sera repris ou quasiment à la normale. Comment je pense tu vois que les choses, tes projets, tes trucs. Je pense qu'il y a un avant et un après Covid. Donc déjà, même au niveau des entraînements, il y a des gens qui ont fait des trucs qui sont sympas via des vidéos, tu vois. Ouais, tu vois, je sais plus si c'était, c'est pas comme Zoom, mais je sais plus c'était quoi qui. Ouais, des fois tu as des trucs Zoom, un truc dans le délire. Qui permettait aux gens de faire des techniques chez eux, etc. Je pense que si ça reprend en septembre, on va reprendre
un entraînement un peu physique pour récupérer la condition physique. Pour pas se blesser aussi. Voilà, pour pas se blesser, la technique, etc. Et on va reprendre une saison avec une page blanche où on va commencer avec des nouvelles compètes, en sachant que j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de compètes pour que les gens puissent qu'ils puissent vraiment avoir le plus d'expérience. Parce que pour moi, un combattant, pour qu'il soit complet, c'est pas que l'entraînement, il faut de la compétition, parce qu'il faut aller se frotter aux adversaires, à ce que font les autres, à ce qui se passe à l'international. Peut-être pas commencer à faire l'international, voilà. Mais par exemple, si le Naga il vient en France, le Naga, comme c'est quand même une compétition un peu business. Marre des Français. Non, mais comme c'est un peu. Je crois qu'ils en ont marre des Français. Mais comme c'est un peu business, tu peux y aller en débutant. Tu sais que tu vas pas tomber sur le dur. Plus trop, mais et franchement, on va pas se mentir, le grappling industrie, il leur a fait du mal aussi. C'est vrai. Parce que grappling industrie, déjà, tu viens, t'es combattant pro, tu payes pas. Ouais, voilà. Et t'es black belt de JJB, tu payes pas. Ben voilà. Et ça veut dire qu'ils veulent vraiment développer le sport. Et ce qui est bien au grappling industrie comparé au Naga, le grappling industrie, en fait, par exemple, vous êtes 3 dans la KT, bah, tu vas faire 2 combats. Tu sais, c'est pas genre vous êtes 5, vous faites un combat. Tu vois j'ai compris ce que tu veux dire. Tu vas rencontrer tout le monde, tu vois. Et ça, justement, bien, ça, tu vois. Ouais, mais pour en venir, moi, je critiquais beaucoup le Naga parce que je trouvais que c'était genre des Américains. Ils venaient braquer les Français à visage découvert, ils prenaient de l'argent, ils se sauvaient. C'est ça, mais j'ai 2 ceintures du Naga, donc je suis bien content de les avoir. Non, mais parce que tu les as en confirmé, experts. Après, tu as le côté, des fois, tu arrivais en débutant, tu payais 60. Au début, quand j'ai connu le Naga, c'est 40 ou 50 euros. 50 euros, ouais. Ouais. Parce que moi, j'avais fait 50 euros aussi. Et arrivé un moment, c'était carrément, ils sont montés à 100, 110 euros. Il faut arrêter, c'est pas possible. Tu peux pas venir, toi, des États-Unis, me ramener des arbitres et me dire, ouais, je te fais une compète chez toi, mais je te prends ton argent. Non, c'est un braquage. Ah non, la vérité, c'est pas comme ça la vie. Et c'est normal qu'après, bah, tu as d'autres compétitions qui viennent, qui proposent des vraies choses, qui respectent les combattants. Je suis pas là à prendre 100 euros un combattant et je lui propose un combat. Ça n'existe pas. Et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Bon, après, ce qui était bien pour les débutants, c'est que bon, t'es débutant, tu goûtes un peu au côté compétition internationale, mais ça vaut pas le coup. Non, donc, non, il faut qu'on reprenne les entraînements, il faut que les petits jeunes, les moins jeunes, ils aillent à faire des compétitions, parce qu'il y a surtout beaucoup de choses. Tout le monde, hein. Voilà, ouais. En plus, tu es comme. Faites pas les mythos, je le dis sur Instagram, ne faites pas les mythos. On vous voit et je vous balancerai, je vous le dis direct. J'en ai rien à foutre maintenant. Non, mais surtout que. Arrive un moment, il faut arrêter, je suis blessé, je suis ceci, je suis cela, quand tu as envie de faire quelque chose. Après, les résultats, voilà. Fous, les gens après si vous êtes débutant ou un peu plus confirmé, vous vous mettez 2-3 compètes dans l'année, voilà, vous y allez et vous allez voir, ouais, ça fait peur au début, mais bon, c'est pas du MMA, tu vas pas t'en prendre plein la gueule. Ouais, déjà, ouais. Tu viens, si tu as un problème, tu tapes et c'est tout. Et même l'ambiance, voilà, et puis je pense que si tu veux évoluer dans ta discipline, dans ta pratique, si tu fais pas de compétition, moi je pense que tu n'évolueras pas, c'est pas possible. On peut me dire ce qu'on veut. Et moi, au bout de 3 mois d'entraînement, Hakim il m'a envoyé au Naga, tu vois. Je me suis pris une clé de bras, bon. Urban Team à l'époque, elle dédicacée Urban Team, parce qu'à l'époque c'était une team de fou. Ali Kormaz qu'on parlait tout à l'heure là, c'est clair. C'était une équipe de fou. Cette année-là où je me prends la clé de bras, Ali il gagne sa catégorie en finalisation 3 guillotines, je crois. 3 ou 4 guillotines. Fan de Marcelo Garcia. Exactement. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir se rentraîner correctement. Les petits aujourd'hui ils en ont besoin parce qu'il y a un retour. Là je vois des petits adolescents. Hier j'étais à Pantin dans une cité, j'étais à Bobigny et je voyais des petits adolescents. Je parlais avec leurs parents, ils ont tous pris 5-10 kilos. Donc le confinement, ça fait grave du mal. Donc là il va commencer à faire beau. Si vous pouvez sortir vos enfants, les faire courir un peu, même arrêter de leur acheter que du coca, des friandises. Fortnite, Fortnite, c'est pas bien. C'est pas bon, ouais. Non mais après ils peuvent leur faire Fortnite 1 heure dans le week-end, un peu de coca, un peu de truc. Parce que mon petit frère il va regarder la vidéo, c'est pour ça mais c'est vrai qu'il y a des parents pour gagner la paix sociale un peu, tiens prends une tablette, prends un jeu, mange des gâteaux, mais c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut pour les enfants. C'est bon en plus. Éduquer les enfants c'est de les suivre, c'est pas que de donner à manger et les habiller, il faut tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Donc essayer de les suivre, courir avec eux, leur donner un vélo, hop là il va faire beau, aller dans un parc, à Gennevilliers il y a un parc, à La Courneuve, dans tout, partout, voilà, dans tout le 94, 93, 92, il faut suivre ses enfants.
Et puis après, comme ça, nous, en septembre, quand on les récupère, on repart pas de loin. Parce que je vois des petits, des fois, ils arrivent, c'est compliqué. Et après, après, nous, on a des mouvements qui sont souples, qui sont techniques. Ouais, c'est à part. C'est-à-dire que si en plus le petit, il est un peu en surpoids, c'est compliqué pour lui. Bon, après, nous, on va l'aider, bien sûr. Oui, bien mais sûr, voilà. oui, mais il faut faire ça. C'est un travail d'ensemble, quoi. Entre les parents, les animateurs, les entraîneurs, etc. Je pense sur ces belles paroles, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, écoute, on a fait un peu le tour, hein, ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est cool. Tayeb, merci beaucoup. Merci frérot. Yes. Bon, on passe à la technique. Hein. Tayeb, tu me suis? Ok. Allez, c'est parti. Donc, vas-y, t'expliques. Alors, la technique, ça va être une sortie de montée. Souvent, on est en montée et on a du mal à sortir. Et c'est une des positions les plus fortes de l'adversaire. Donc là, je vais vous montrer une sortie de montée à enchaîner sur une attaque. Donc, ouais, c'est toi qui es en dessous. Exactement. Donc, on va travailler la sortie en position montée. Après, on va attaquer la clé de talon. Lui, il est en position montée à ce niveau-là. On va empêcher que ses genoux remontent aux aisselles. Donc, tout de suite, je suis là. Je vais bloquer. Je vais shooter avec les genoux vers le haut et monter pour rentrer mon genou à l'intérieur. Là, à ce niveau-là, je vais venir bloquer ici. Je vais tourner pour renverser mon adversaire. Et là, il fait taper. Donc, on reprend seconde technique à partir de la montée. C'est une variante où on va sortir de la montée et renversement en X. Samy, on revient. Pareil, les deux mains sur les hanches. On pousse, on rentre en X. On bloque ici, on ramène. On reverse et on passe. On revoit la même technique sous un autre angle. Bon bah Tayeb, on passe aux questions-réponses, hein, tu connais, hein. Samy, Questionnaire à la con, c'est du Samy tout craché. Hein. Moi je suis un élève à Mehdi. Ouais. Panthère ou romantique? Panthère. Aïe aïe aïe, comme sensei. Aïe aïe aïe. Lutte ou sol? Sol, c'est la base. Ah c'est sûr. Ton combattant de MMA préféré? Vanderlei Silva. Ah. Et d'ailleurs tiens, en parlant de Vanderlei, Pride ou UFC? UFC. Malgré qu'il a fait des bêtes de combat sur le Pride, mais je préfère l'UFC parce que c'était quelque chose de plus sérieux. Ouais, plus pro. Ouais, ouais, plus pro. Mais le Pride c'était incroyable. Ça, exactement. Ouais, il y avait un peu de folie, mais c'est clair. Guardero ou passeur? Passeur. Direct. Ouais, direct. Ah, tu passes la garde, tac, Ah, tac. ouais, moi je suis un attaquant. Je sais pas trop. Tu dribbles. Ouais, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille. Et c'est ce que je dis aux gars, allez chercher ce qui vous revient de droit. Parce qu'à attendre, c'est peut-être après avoir un retour qui peut être néfaste. C'est vrai. Et si on devait inventer un règlement en JJB, ce serait JJB avec clé de talon ou JJB avec frappe? Moi, ce serait un JJB avec clé de talon pour être moderne. Et je pense qu'un kimono avec frappe, non. Ce sera ça, c'est du MMA. Ouais, le MMA, ça reste le MMA. Et nous, il faut qu'on rajoute les clés de talon pour qu'à la DCC, les mecs, ils soient pas trop dépaysés. Ouais, c'est vrai en plus. Moi, tu me connais, hein, je suis un fan de DBZ. Ouais. Goku ou Vegeta? Vegeta, parce que c'est un Algérien. Et je vous l'ai dit, les Japonais, ils le savent. Et bientôt, il va prendre sa nationalité. Aïe aïe aïe, vive l'Algérie. Et là, on se fait supprimer la vidéo. Allez hop. Film ou série? Série. Série parce que y a plusieurs saisons, il y a plusieurs épisodes. Et voilà, tu te dis. Ça occupe. Tu t'imagines toujours des nouveaux scénarios. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Rap français ou rap américain? Rap français. Ok. Ouais. New school, old school ou. Ben pour moi, ni old school ni new school, parce que pour moi, chacun son temps. Aujourd'hui, les jeunes, ils font du bon rap. Les anciens, ils faisaient aussi du bon rap. Après, on parle pas de la même chose. À l'époque, on faisait de la revendication. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Booba ou Caris? Je suis plus Booba, parce que Booba, je pense que c'est un rappeur business. Ouais. Et franchement, je pense qu'avec les moyens qu'il a eu, la réussite qu'il a aujourd'hui, c'est un exemple.
pas dans ce qu'il dit, peut-être un peu trop vulgaire sur des fois. Dans son business plan, dans son parcours, dans sa carrière. Il a investi aux États-Unis ou en France, c'est un exemple. Et en off, tu me disais une anecdote sur Booba justement. Ouais, justement, puisque moi, à l'époque, j'étais technicien fibre optique et je suis parti le raccorder en 2005 chez lui à Boulogne. Et déjà à l'époque, il me parlait qu'il avait des appartes sur Paris, qu'il allait vivre aux États-Unis à Miami. Et je trouvais que c'était un visionnaire. Je sais qu'il a investi aussi dans la franchise NBA de Miami. Qu'il a investi dans le diamant avec un rappeur, tu sais, un rappeur sénégalais, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, moi je connais pas trop. Bref, voilà, donc je trouve que ça va, franchement. Et c'est un mec qui a fait sortir justement Caris, etc. Donc, ouais, c'est vrai. Et que ça fait plus de 20 ans qu'il rappe, le mec. Ouais. Donc, c'est quelque part, il a réussi. C'est clair. Tu sais que moi je suis un fan de Dragon Ball. Tu sais, tu vois. Exact. Et tu sais, dans Dragon Ball, quand tu réunis les 7 Dragon Ball, t'as le droit de faire un vœu. Ouais. Toi, ce serait lequel? Mon vœu, ce serait qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Ouais, je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais ouais, j'aimerais que tout le monde mange et puisse manger et boire à sa faim. Ça, moi, je pense que c'est le minimum qu'on pourrait faire dans l'humanité. Pareil que Sensei, vous avez vu, c'est... Justement, dans Dragon Ball, tu sais, il y a la fameuse fusion. Si tu devrais fusionner avec quelqu'un que tu connais dans le grappling ou un combattant en général, ce serait qui? 100% jiu-jitsu brésilien, ce serait Rickson Gracie. Ouais. Parce qu'à 400 combats, invaincu, 11-0 en MMA, officiellement. Déterminé, sa façon de vivre, il a une hygiène de vie qui est irréprochable. Voilà, de père en fils, dynastie de jiu-jitsu quand même extraordinaire. C'est une famille de manga en fait, la vérité. Ceux qui regardent Hunter x Hunter, ce serait la famille Zoldyck. Je vous jure, c'est la vérité. C'est vrai. Ton insulte préférée? Tu sais qu'il y a mes enfants qui peuvent regarder la vidéo. Regardez pas, bouchez-vous les oreilles les enfants, bouchez-vous à ce moment-là. Bon, la putain de ta grand-mère. Voilà, mais à pas répéter pour les plus jeunes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Et dernière question. Alors vivre heureux forcément, mais riche et bête ou pauvre et intelligent? Laisse-moi être riche et bête, s'il te plaît. Amoni. Allez, un petit mot pour la fin. Bah écoute, je voulais te remercier pour l'invitation. Ça m'a fait grave plaisir, petit frère. Moi aussi, de ouf. Parce que franchement, t'as pensé à moi, franchement, ça fait grave plaisir. Moi, je suis là pour te donner de la force avec un grand plaisir. Je te veux que du bien et Inch'Allah pour toi la qualif pour la DCC. On travaille pour. Donc n'hésitez pas. La concurrence sera rude, à partager ces vidéos, à l'inviter si vous avez des moyens de tourner avec lui, parce que lui il accepte tout. Je ferai une cagnotte litchi, je mettrai bien. Je rigole, c'est pas vrai, je rigole. C'est un mec qui se déplace, qui peut venir, qui est super sympa. Il donne aussi des cours privés, si ça vous intéresse. Envoyez-lui un message en privé. Et il arrange en plus. Moi je lui dis il faut les allumer, je les arrange. Putain, il a lâché le dossier normal. Et donc franchement merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'ont donné envie de faire du JJB, mes anciens entraîneurs, merci aux gens qui me soutiennent dans ma page Insta Tayeb Jiu-Jitsu brésilien. Merci pour ceux qui m'envoient des messages. Et puis surtout pour la santé, faites attention à vous. Ceux qui ne peuvent pas tourner, c'est pas grave. Il y a une maladie, on va attendre qu'elle passe. La santé c'est le plus important. Ça va passer, dans un an ça va être oublié, ça va être du passé et on sera tous contents de se revoir dans des compètes ou dans des entraînements. Ok, je vous remercie, je vous dis hausse et à bientôt. Merci Samy. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que la vidéo elle est grave longue. Franchement vous êtes des ouf si vous êtes restés jusqu'à la fin.